Bonjour à tous. On va commencer par se présenter. On va vous présenter un projet de Smart City conciergerie qui a été fait pour la ville de Doha, pour le centre-ville de Doha plus précisément. On va vous donner plus de détails après. Donc je me présente d'abord, Frédéric Vazé-Silva. Je suis architecte chez OAB depuis une dizaine d'années. Donc j'interviens essentiellement sur des projets Liferay. Voilà, et avec moi Arnaud Chouin, qui est chef de projet chez OAB également depuis quelques années. Depuis 5 ans. Voilà. Donc le programme, on va présenter rapidement OAB. Ça a déjà été fait ce matin et déjà hier, donc on va essayer de passer vite. On va vous présenter Mshreb Properties, qui est le client qatari. Ensuite, on va présenter tout le programme. Donc le programme, c'est un programme immobilier, un programme IT. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Donc on va passer dessus pour vous donner un peu le contexte. Ensuite, on va parler plus précisément du portail Liferay. C'est quand même le but de la journée. Et enfin, on vous donnera tout ce qui est retour d'expérience et le futur du projet et du produit. Parce que l'idée, c'était d'avoir, en gros, construire un portail pour un client, mais les besoins sont assez récurrents en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Smart City, de quartiers connectés, ce genre de choses. Ça commence à émerger beaucoup. Donc l'idée qu'on avait, c'était de capitaliser sur un projet assez important pour pouvoir le décliner ensuite. Tout ça utilisé sur DXP. Ok, donc je présente rapidement OAB. Donc, comme on a dit, on est une filiale d'OBS, Orange Business Services. On est une cinquantaine de collaborateurs dédiés sur des projets Liferay. Donc, on va sur des activités de la conception, réalisation, évidemment, tout ce qui est TMA. On fait aussi énormément d'audits, de conseils, d'expertise. J'en ai déjà vu une certaine partie d'entre vous dans la salle. Voilà, on a, chose particulière, on a aussi un pôle digital dédié qui nous permet de faire tout ce qui est conception graphique, design, tout ce qui est recueil de besoins, expérience utilisateur. Voilà, donc on travaille avec eux, ils sont juste à l'étage du dessus, c'est très pratique. On a un catalogue de portlets. Bon, là, on est en train de le porter sur du DXP. Il était plus touffu sur du 6.2 et les versions précédentes, évidemment. Le DXP vient juste de sortir. Et voilà, on intègre énormément de solutions tierces. Voilà, mais on va encore en parler un peu rapidement. Okay. Je laisse la parole à Arnaud pour vous présenter plus du coup, le programme et le client. Alors, comme l'a dit Frédéric, ce projet concerne un projet qui se passe à Doha, au Qatar, pour un client qui s'appelle Mshreb Property. Mshreb Property, c'est une entreprise qui fait des programmes immobiliers, de la construction au Qatar, et qui, dans le cadre d'un grand ensemble national, a complètement reconstruit un quartier de Doha, l'équivalent à peu près de 20% du premier arrondissement de Paris. Donc c'est un grand chantier. Tout ça se déroule dans un projet à horizon 2030 où en fait le Qatar souhaite complètement se transformer, mise énormément sur l'éducation, le développement durable, même le tourisme, que dire d'autre, ils développent un métro, notamment vous savez qu'il y a une Coupe du Monde qui doit se faire en 2022 au Qatar. Donc ils ont énormément de chantiers et dans ce cadre-là, Mshreb Properties a mis en œuvre un programme d'ampleur pour refondre un quartier complet de la ville de Doha. Et ce quartier est le quartier historique, là où est née en fait la culture qatari, là où ont vécu les premiers Qataris. Alors, je vais rapidement vous présenter le programme. Donc, le programme Mshreb Downtown Doha est un programme de plus de 5,5 milliards de dollars. Comme je vous le disais, l'objectif est de reconstruire le centre historique de la ville, là où vivaient les Qataris avant l'essor du pétrole, avant que tout ça ne flambe, avant qu'ils construisent des buildings de plus de 200 mètres de haut. Voilà. Donc, l'idée de ce projet pour la société Mshreb Properties est de construire un quartier en s'inspirant des racines du pays, c'est-à-dire en ne faisant pas des buildings immenses, et en y mêlant toutes les nouvelles technologies, tout ce qui fait notre monde moderne. Et donc, ils y ont associé un énorme programme informatique
ce programme informatique, donc ça c'est le quartier de Mschreb. Je ne sais pas si Frédéric, tu peux montrer éventuellement. Ça va peut-être être un peu. Tout ça, c'est le quartier de Mschreb. Donc vous voyez, ça c'est la baie de Doha. Et grosso modo, tout ce qui est avant la pelouse, jusqu'en bas de l'écran et jusqu'à la droite, ils ont rasé intégralement ça, complètement. Et ils ont reconstruit. Voilà. Donc c'est un énorme projet avec le métro, avec un tramway, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et à l'intérieur de tout cela, un énorme projet IT. Donc le programme IT de Mschreb est un programme IT de plus de 8 millions de dollars. Le but était de créer un ensemble de services et de faire un projet de Smart City de dimension très importante et d'en faire le plus grand projet de Smart City du Moyen-Orient. Pour ce, on met la société OAB développe tout un ensemble de composants qui va du gestionnaire informatisé de déchets pour savoir combien une entreprise produit de déchets, en passant par de l'analyse de données, du data analytics, du smart metering sur des compteurs d'électricité ou d'eau, du people counting, par exemple, savoir quelles sont les personnes qui vont visiter le musée du quartier, des applications de wayfinding pour se déplacer, et notamment, dans ce cadre-là, un portail informatique fait sur une base de Liferay pour centraliser toutes ces informations et les remonter à destination des utilisateurs. Donc, je vais vous présenter un petit schéma. Donc, globalement, comme je vous le citais, un ensemble de services offerts aux habitants et aux commerçants de ce quartier. Donc tout simplement, comme on peut l'imaginer, ce dont on rêve demain, c'est là où on vit, ou là où on travaille, on soit interconnecté, qu'on ait les informations en temps réel sur ce qui se passe sur notre lieu de travail, les incidents, quelque chose de tout simple, est-ce qu'il y a un ascenseur qui est en panne, quelle est ma consommation d'électricité pour pouvoir éventuellement l'optimiser, que je puisse faire une demande d'une personne pour venir nettoyer mon appartement ou pour garder mes enfants, ou que je puisse commander des fleurs, et tout ça par un seul point d'entrée, le portail Liferay Smart City dédié à la ville, au quartier de Mschreb Downtown Doha. Non, on va finir. Donc le portail Smart City, comme je vous l'introduisais, excusez-moi, est un projet d'envergure de plus de 1 million d'euros. C'est pour la ville, pour le quartier, le district de Mschreb Downtown, c'est un enjeu majeur et une vitrine technologique pour eux. C'est une manière pour eux de montrer, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi au monde entier, leur modernité, leur capacité à entreprendre et offrir à tous les habitants, à tous les résidents, à tous les visiteurs de ce quartier les meilleurs services possibles et les afficher au travers d'un portail informatique et d'applis dédiés liés à ce portail. Voilà. Ce projet se déroule en 4 phases. Il a commencé en juillet de l'année dernière. La première phase consistait en un portail grand public. La deuxième phase sera un portail ouvert à un registration process pour l'ensemble des utilisateurs qui souhaitent accéder à des services plus importants et notamment à des smart services dédiés. La troisième partie sera ouverte aux habitants et aux commerçants du quartier, de manière à leur offrir l'intégralité des services disponibles dans le cadre de ce portail de Smart City. Et puis, la quatrième partie sera dédiée au déploiement de nouveaux modules d'analyse de données ou autres. Je vais relaisser la main à Frédéric pour qu'il vous parle un peu plus de la technique et notamment des choix techniques qui ont été faits dans le cadre de ce projet de Smart City, de travailler sur une solution Liferay DXP. Et voilà.
Donc, avant de passer un peu plus dans la technique, ça sera assez haut niveau, je voulais parler des briques fonctionnelles. Enfin, Arnaud en a déjà un peu parlé. On disait que c'était fait en 4 phases. L'idée de la première phase, c'était vraiment, étant donné que le projet immobilier est quasiment terminé, l'idée maintenant, c'est de vendre les appartements qui sont dedans. Donc, ils avaient besoin d'une vitrine commerciale pour ça. Donc, la première partie a utilisé extensivement le CMS de Liferay. Donc on a mis des news, des événements. Donc c'est essentiellement tout le CMS des assets classiques avec des templates de contenu pour ce faire. Donc voilà, c'est essentiellement du site statique. À part les contributeurs, personne ne se connectait sur le site. La deuxième phase, c'est on commence du coup à rajouter tout ce qui est un air de business. Donc l'idée, c'est que des restaurants, des hôteliers, des commerçants puissent se référencer sur le site pour avoir une expérience intégrée. Ils seront trouvables via des points d'intérêt. Une personne, du coup, sur une mobile app avec une application de wayfinding pourra venir trouver le magasin qui l'intéresse. C'est non seulement vrai comme une application Google Maps habituelle, mais il y a aussi un indoor geoloc qui permettra du coup de retrouver dans les grands malls commerciaux qu'ils affectionnent particulièrement au Qatar, de retrouver son magasin fétiche. Voilà. La troisième phase deviendra à faire tout ce qui est catalogue de services. Donc, ces magasins, dans un deuxième temps, ils vont pouvoir offrir des services, donc soit des magasins, soit des institutions qui vont offrir des services de e-conciergerie ou des services juste de vente classiques. Voilà, donc on rajoutera ce catalogue de services dans la suite avec évidemment la possibilité de faire de l'achat en ligne, de l'achat sur facture, parce qu'il faut voir que tous les clients, l'intérêt c'est d'avoir une expérience unifiée. Donc, tous les résidents de la ville auront le choix entre soit choisir de payer directement par carte bancaire, soit avoir tout facturé à la fin du mois avec leur loyer, leur consommation d'électricité et les services auxquels ils auraient éventuellement souscrit. Et enfin, donc, dans la dernière phase, on rajoutera tout ce qui est gestion des places de parking, parce qu'il y a 1000 places de parking en tout, donc ils pourront réserver pour les invités, pour eux, enfin voilà, assez classique somme toute, mais voilà, l'idée c'est encore une fois d'intégrer un nouveau service. Et enfin, d'avoir une expérience unifiée, parce que c'est bien d'avoir les différentes informations sur des pages différentes, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir une page profil qui va pouvoir informer l'utilisateur de sa consommation, éventuellement se comparer avec les autres appartements de la même taille, voilà, gérer ses déchets, voir ses factures, l'ensemble des informations en fait remontées par la Smart City et ses interactions avec la Smart City centralisées dans une seule page. L'idée, comme il a été évoqué plusieurs fois, c'est vraiment de donner une expérience utilisateur la plus nouvelle possible, la plus centralisée, de manière à ce que, comme ça a été évoqué plusieurs fois, je crois déjà ce matin, les habitants et les commerçants et les visiteurs de cette ville aient tout en un seul point et finalement que ça soit le plus profitable pour tout le monde. Donc après avoir présenté fonctionnellement ce que ça faisait, il y a une question qui est venue tout naturellement quand on a fait le cahier des charges, l'avant-vente. Au moment où il a fallu réaliser, concevoir, on s'est dit sur quelle technologie partir. Donc en général, on fait plutôt du Liferay. Pour un portail, ça nous semblait plutôt logique. Après, pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est qu'on a un socle qui est déjà quand même assez robuste, connu. On a un CMS, une gestion des droits, des compteurs de portlets. Si on a besoin d'une GED, on en a une. Enfin voilà, il y a un ensemble d'expériences qui n'est pas à refaire et pas à intégrer, parce que c'est déjà là, clé en main. On avait besoin de construire le site par itération. On a dit que c'était un déploiement en phase. Liferay se porte assez bien à ça, puisqu'on peut faire fonctionnalité par fonctionnalité. En gros, on revient à faire une portlet puis une autre, et puis on développe comme on peut. Comme on veut, pas comme on peut. Voilà. Et on avait besoin de construire un produit, parce que c'était notre idée aussi. On a eu un certain nombre je disais que ça revient de manière assez récurrente, ce type de besoin de Smart City ou de quartier connecté. On a la même chose en France, ça commence à arriver. Après, c'est plus évidemment restreint, c'est sur quelques bâtiments ou des quartiers plus petits. Ils font tout dans la démesure, mais voilà. On peut citer 2-3 exemples peut-être. On a un projet de Smart City qui s'appelle Smartseille à Marseille, sur un écoquartier, tout à fait dans la même veine, avec tout
tout un système de développement durable avec de la géothermie pour les chauffages et des compteurs intelligents pour monter toutes les informations. Nantes aussi, je crois, un projet de Smart City de mémoire. Des villes comme Nice. Enfin, il y a beaucoup de villes ou de quartiers d'ensemble immobilier qui se développent dans ce domaine-là. Et vraiment, on voit un besoin croître, d'où l'idée de partir sur un produit avec des modules et d'offrir le meilleur produit avec la meilleure expérience pour les utilisateurs de ces portails et de ces futurs portails Liferay. Voilà. Et du coup, l'intérêt de partir sur un produit, enfin, on a expliqué pourquoi. Là, certains vont pouvoir se poser la question pourquoi DXP, du coup, parce que c'était éventuellement un risque. C'est sorti quand même cette année. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui s'est lancé en développement dessus. Notre intérêt, c'était de ne pas avoir de migration technique à faire à court terme, parce que DXP, justement, vient de sortir, donc on est tranquille pour une bonne période. Ça va pas, on peut s'appuyer dessus. Ça reste quand même une solution qui a fait ses preuves, parce que même si l'architecture a été refaite, on a quand même l'expérience, le CMS, enfin voilà, les fonctionnalités n'ont pas été révolutionnées, on savait déjà vers quoi on allait. Voilà, après on pouvait faire confiance à la nouvelle architecture. Et dernier point qui nous a fait vraiment pencher dans la balance, et on expliquera un peu plus tard pourquoi, c'est l'intérêt de la modularité de l'OSJI aussi. Autant avant, on déployait des services un peu plus silotés. Certes, c'était du SOA, mais c'était un peu plus compliqué. Là, maintenant, si on veut faire 2 implémentations, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, j'y reviendrai. Un petit schéma d'architecture logique. Donc, bon, c'est assez simpliste. Donc, on retrouve le portail. Donc, il y a 2 portails. En fait, il y a le portail institutionnel qui donne les informations. Et une fois qu'on est connecté, on considère qu'on est dans le Community Portal. C'est juste des sites Liferay différents. Il n'y a pas de... Rien de très spécial, je pense que vous avez l'habitude. On a une brique de paiement en ligne, donc un tunnel de paiement classique. Bon, c'est avec QNB, donc qui est la Banque nationale du Qatar, mais ça marche exactement pareil si on était interfacé avec n'importe quelle banque française. Les API mondialement, maintenant, c'est à peu près toujours la même chose. Voilà, on est connecté à un ESB, enfin un EAI, qui nous permet d'adresser du coup les différents services déployés dans la ville. Donc on va retrouver de gauche à droite la gestion des déchets, la gestion des compteurs connectés, les remontées d'informations. CAM, c'est l'ERP, enfin, pour simplifier. C'est lui qui nous permet de générer toute la facture, tout ce qui est géré par les opérateurs derrière. Après, c'était quoi ? C'est le Central Service Desk. Donc en fait, c'est toute la partie gestion des incidents utilisateurs. Typiquement, dans votre bâtiment, vous serez informé de la moindre panne ou du moindre problème, mais vous pourrez aussi, en tant que, enfin, les habitants et les commerçants pourront faire des demandes au travers du portail, qui seront directement reliés, comme on a pu le voir dans un autre projet ce matin, directement reliés au Central Service Desk pour être traités. Ces demandes pouvant aller simplement de la prise de contact pour un incident qui sont intervenus chez eux, tout bêtement, je ne sais pas, quelqu'un qui souhaiterait faire changer une ampoule chez lui. Ça peut paraître idiot, mais il pourra faire une demande de ceci au travers du portail. Voilà. Et le dernier, c'est Car Park Management, mais on en a déjà parlé. Du coup, c'est pour réserver les places de parking. Et voilà. Organisation du site. Bon, je vais passer assez rapidement. De toute manière, je pense que c'est pas très lisible de loin. C'est juste pour donner une idée du plan du site. Donc, on retrouve à peu près les fonctionnalités qu'on a eues. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a une partie publique avec tout ce qui est news, event, informations de wayfinding, parce que n'importe quel visiteur de la ville doit pouvoir récupérer ces informations-là. Et après, donc, on passe sur la partie connectée avec du coup tout ce qui est information dashboard, remontée d'informations. Voilà, donc tout ce qui est partie connectée, c'est plutôt en vert, et tout ce qui est partie ouverte, c'est en bleu. Donc je ne vais pas compléter tout. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'ensemble des modules qui ont besoin de paiement utilisent le module de paiement. Et voilà, tout est plus ou moins interconnecté. L'idée, c'est d'avoir une information unifiée. Sachant que là, j'ai donné ces organisations du site, c'est toujours en débat. En fait, on est toujours il y a toujours la phase de conception pour les itérations suivantes. Donc, c'est toujours un peu en construction. Juste quelques petits captures d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble actuellement. Donc ça, c'est la première version du site, donc qui est accessible déjà sur le net. Si vous cherchez Mshreb, vous allez tomber dessus. Enfin, c'est mp-mdd.com.
Donc voilà, un design assez classe. Responsive design, évidemment. L'idée, c'est qu'on puisse être multicanal et faire l'ensemble de ces informations sur le même portail. Alors, on a parlé d'une application wayfinding. L'application wayfinding est une application lourde dédiée à côté. On peut la télécharger à partir du portail, évidemment, mais on ne pouvait pas la faire en responsive pure, donc on a pris le parti de faire une application lourde à côté. Voilà. Donc assez sommaire, on retrouve les news. Chose particulière, ils sont assez fans de petits mouvements, petits effets JavaScript vidéo. Donc si vous regardez les tiles, les différentes informations en haut, donc le premier carrousel, il y a une vidéo qui tourne derrière dès qu'on arrive sur la page. Ça, c'est assez classique. Par contre, ils ont des overlays d'habitude. Éventuellement, on change d'image, on met un petit overlay avec une petite image sympa. Eux, ils ont mis des vidéos derrière. Voilà, donc c'est assez sympa. On n'a pas trop l'habitude d'aller jusque-là en France, mais ils ont un souci de l'image assez impressionnant. D'autres pages plus classiques. Donc les deux premières, c'est... je vous parlais de... Là, l'exemple, c'est les hôtels. On est capable de retrouver les hôtels sur une map, de cliquer. C'est l'équivalent d'un Google Maps, mais présenté à l'intérieur du portail, spécifiquement pour le quartier. Et du coup, ça vous donne les détails, les horaires d'ouverture. Et à terme, on pourra sans doute booker aussi directement une réservation d'hôtel à partir de ces boutons-là. Voilà. L'idée, c'est d'avoir tout au même endroit et pas... Sachant que c'est saisi par... Enfin, toutes ces informations-là sont administrables par les clients, enfin les résidents et les personnes fournissant les services directement. Et le deuxième écran, enfin le troisième écran, du coup, à droite, donne une idée du dashboard tel qu'il le voit actuellement. Donc ça, c'est la phase 4. Donc pour le moment, il est un peu plus vide. Là, on peut voir tout ce qui est consommation d'énergie et comparaison, ainsi que les différentes remontées. Voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment en un clin d'œil l'ensemble de ces informations pour un résident. Construction du produit. Alors, j'en ai déjà un peu parlé. Voilà. Donc, on disait pourquoi un produit. Donc, effectivement, c'est un besoin récurrent. L'idée, c'était de capitaliser sur ce projet. Donc, comme je disais, d'une Smart City à l'autre, les fonctionnalités, c'est toujours à peu près les mêmes. De la conciergerie, on la retrouve. Voilà. Après, c'est pas toujours aussi poussé, mais voilà, les modules reviennent toujours à peu près, c'est toujours les mêmes besoins. Alors, je ne sais pas si les consultants se passent le cahier des charges de main en main, mais on retrouve systématiquement la même chose. Donc voilà. Et l'idée, c'était du coup, évidemment, pour un produit, capitaliser pour réduire les coûts sur le long terme. Parce que ce qu'on aura développé là, on ne le redéveloppera pas après. Du coup, on pourra le revendre plus facilement. Les points d'intention, parce que faire un produit, ok, c'est bien. Après, du coup, quand on développe un projet, il faut quand même se poser des questions. Donc l'idée, c'est toute la couche de présentation. Liferay, pour ça, vient au rescousse, parce qu'il y a le thème graphique. Donc on considère que tous les développements qu'on va faire vont être conformes à Liferay, c'est-à-dire qu'on utilise les tags libres de Liferay pour avoir des pages assez classiques. Elles ont toujours la même structure. Enfin, la structure HTML ne change pas. Du coup, on est capable d'appliquer un thème très simplement. De personnes qui ont déjà fait un thème sur du Liferay sont capables de refaire un thème et de changer, de passer du thème classique de Liferay à tomber sur le thème que je vous ai présenté juste avant. Donc il faut juste donner des règles aux développeurs front-end, mais Liferay aide bien pour ça. Et après, pour les couches basses, donc évidemment, tout ce qui est au milieu, la logique métier, comme j'ai dit, vu que le besoin c'est le même, il n'y a pas de besoin de la réécrire, ou à minima. Donc l'intérêt, c'est vraiment ces couches middle qu'on va récupérer de projet en projet. Et pour les couches basses, l'intérêt, du coup, c'est qu'on va faire une conception la plus générique possible. Donc, sans doute en s'appuyant sur du Liferay. C'est-à-dire qu'on va utiliser le service builder. Voilà, je vais y venir après plus détaillé. Mais on va utiliser une conception la plus générique possible pour être capable, après, de décliner l'implémentation spécifique, en imaginant qu'on change de RP, on change de système de car park management, on change tous les systèmes connectés. Si jamais on les modifie, on aura juste du coup à changer l'implémentation pour changer le web service. Mais les informations remontées dans le portail restent grosso modo les mêmes. Donc on aura assez peu de choses à faire, à part une petite table d'extension où on rajoute éventuellement des champs si on en a. Mais l'idée, c'est que tout est le plus générique possible. On ne va pas jusqu'à utiliser des expandos, mais c'est à peu près le même principe pour ceux qui connaissent. Et du coup, un petit focus, ça résume en gros ce que je venais de dire. Là, je prends l'exemple, par exemple, de tout ce qui était maintenance request. On imagine,
On a la brique fonctionnelle, on a plusieurs modules. On va faire le module de front, donc qui va rester le plus générique possible. C'est une liste. Voilà. On utilise les composants Liferay. Du coup, on pourra les thémer comme on veut, faire un application display template si on veut. Voilà. On remonte des assets, on les rend asset aware et on fait ce qu'on veut. Pour les techniques de la salle, je pense que ça leur parlera. On développe du coup toute la couche API et métier, voilà, le module OSGI classique. Et du coup, on va développer deux interfaces différentes, enfin deux implémentations différentes qui répondent à cette interface. Donc là, il y a le maintenance request service, ce qui est le basique. Lui, on utilise le service builder de Liferay. Donc toutes les informations de service request, de maintenance request vont aller dans la base Liferay. C'est un CRUD classique avec juste le service qui va bien. Et donc c'est très pratique pour tout ce qui est test et ce genre de choses comme ça, parce qu'on peut tester toute l'interface, tout le métier, et les données sont stockées dans Liferay classiquement. Et après, quand on décide d'avoir du coup un nouveau service de maintenance request, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, le CSM, on va lui envoyer les informations. Donc du coup, on développe la couche de web service et on remplace juste le module OSGI. On avait un module OSGI qui était l'implémentation par défaut. On développe le module OSGI de la nouvelle implémentation, on le déploie, on enlève l'ancien et automatiquement ça passe sur l'autre. Bon, évidemment, les données, elles sont pas, enfin voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi, mais pour le code, c'est complètement transparent. On peut switcher d'une à chaud, même en prod si on veut. Pour ceux qui connaissent, le Central Service Desk va être géré à base d'une solution Cisco, avec un dashboard finesse, donc des opérateurs au téléphone qui vont gérer tout ça. Donc clairement, on voit qu'on peut s'interfacer très facilement avec une solution tierce complètement boîte noire pour nous, ou directement travailler avec Liferay DXP. Ok. Du coup, je vais rentrer, on va plus donner nos retours d'expérience et voir comment ça va évoluer dans le futur après. Tu veux le prendre ou comme tu veux ? Oui, non, on va le prendre à deux, tranquillement. Ok. Donc, je vais commencer. Donc, retour d'expérience. On va commencer par les points positifs. On dira un peu les points de vigilance après, parce qu'il y en a forcément. On commence quand même sur un produit un peu nouveau. Donc, c'est une nouvelle architecture. OSGI, c'était un pari un peu quand même, parce qu'il a fallu... les développeurs ne connaissaient pas plus que ça, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après, ça fait 6 mois qu'on développe, enfin pas tout à fait, 5 mois qu'on développe, les développeurs apprécient vraiment. Ça a été un peu dur au début, mais sincèrement, moi en tant que project manager, je me rends compte que l'équipe elle est globalement plus que satisfaite de travailler sur Liferay DXP. C'est une équipe qui avait l'habitude de travailler en 6.2 avant. Il y a eu un temps d'adaptation clair. Mais sincèrement, ils ont l'air plus qu'heureux aujourd'hui de travailler avec la nouvelle version. Ça change, c'est un peu plus moderne, un peu plus nouveau. C'est vrai que les anciens Liferay, l'ancienne architecture de Liferay commençait quand même à devenir monolithique, un peu vieillissante. C'était pas toujours sympathique, faire toujours les mêmes MOOC, faire toujours ce même genre de choses, c'était pas très sympa. Là maintenant, ça va beaucoup plus vite pour faire. On voit tout de suite la valeur ajoutée, le développeur voit tout de suite ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de passer 5 jours sur une tâche pour se rendre compte de l'évolution. L'autre point vraiment impressionnant, c'est tout ce qui est déploiement à chaud. On en parle pour la prod, en général on ne le fait pas en prod évidemment, même si ça peut être utile pour un petit patch rapide, critique. L'intérêt, c'est surtout vraiment pour tout ce qui est développement, ça fait gagner un temps fou. Pour tous les développeurs dans la salle, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a le Liferay qui tombe et qu'il faut le relancer, qu'il y a tout à relancer, ça prend un certain temps. On perd forcément un peu de temps. Là, du coup, on peut très bien... moi, ça m'arrive de rester 2-3 jours sans devoir démarrer du tout mon Liferay et mes développeurs font la même chose, quoi. Ça m'est arrivé, juste pour faire des tests, pour rigoler, je me suis amusé à changer le Solar vers de Elasticsearch et revenir en arrière, à chaud, et ça pose pas de problème. On fait juste une réindexation, c'est transparent, quoi. Donc, c'est vraiment assez puissant et vraiment utile. Voilà, l'intérêt après, retour d'expérience... c'est une solution évolutive. C'était déjà vrai avant, c'est pas DXP qui change la vie, mais on peut facilement ajouter de nouveaux modèles de contenu, facilement ajouter de nouveaux modules. Ça n'a pas changé. La seule chose qui est changée maintenant, c'est que pour ajouter de nouvelles implémentations, avant on pouvait se poser la question, quand on avait une implémentation différente, ça faisait un peu de projets, c'était un peu plus lourd, mais maintenant du coup c'est vraiment transparent et sympa.
Et point de vigilance, forcément, il y en a. Bon, on en a déjà parlé. On a dit qu'il y a une certaine montée en compétences. C'est une nouvelle architecture, hein, donc c'est pas évident. Il y a des nouvelles pratiques de développement. Il faut les apprendre. Mais ça se fait finalement bien. Enfin, il y a un mois, 2 mois d'adaptation. Mais honnêtement, on gagne vraiment en vélocité derrière. Donc, il ne faut pas hésiter. Et aussi, autre point qu'il ne faut pas non plus négliger, il y a des nouveaux outils pour les DevOps. Enfin, il y a beaucoup, ça a été présenté hier déjà, mais on est passé sur du Gradle, on passe sur du Node.js pour certaines choses. Enfin voilà, du coup, il faut réindustrialiser tout ça. Avant, on était habitué à faire du Maven sur du Jenkins de manière tout à fait classique. On avait des process de build automatique, de construction de RPM, parce que c'est notre façon de déployer. Il a fallu tout réécrire, donc il y a eu ça nous a pris 2 semaines, hein, cela dit, donc c'est pas non plus critique, mais il faut quand même y penser. Voilà, si jamais vous voulez tenter l'aventure, prévoyez-le avant, mais ça se passe vraiment très bien. Et honnêtement, tout ce qui est, les nouveaux systèmes, on voit tout de suite le gain derrière, donc c'est pas changer pour changer, c'est vraiment changer pour avoir des nouvelles. Non, c'est un investissement pour un réel gain de productivité derrière. Sincèrement, ça se ressent. Et je crois que pour finir, on peut citer qu'il y a un besoin d'accompagnement dans la conduite du changement vis-à-vis de nos contributeurs, mais aussi vis-à-vis de l'équipe de développement. On peut dire qu'au début, que ce soit la partie back-office, l'utilisation, tout ça, ça change un peu, ça perturbe un petit peu, mais très très rapidement, on s'y adapte et on en voit tous les bénéfices. Frédéric en parlera encore mieux que moi, je pense, parce qu'il l'utilise encore plus que moi. Mais clairement, de l'avis de tout le monde, il y a un réel gap qui a été franchi sur cette dernière version. Voilà, donc c'est fait pour les retours d'expérience. Maintenant, le futur, parce qu'éventuellement, c'est un produit, donc l'idée, c'est aussi de capitaliser dessus. Donc, on aura, à la fin du projet, on l'a déjà en fait, parce que c'est par itération, mais on aura un produit Smart City construit sur Life Ready XP, donc on va pouvoir le capitaliser et le redéployer ailleurs. Donc on aura éventuellement changé un peu la couche de présentation, forcément, c'est toujours ce qui change d'un projet à l'autre. Mais on aura un socle unique et on pourra changer les implémentations comme on veut à la carte de manière plus facile qu'avant. Avant, on pouvait le faire aussi, mais ça demandait un peu plus de travail de conception, un peu plus de travail de développement. Là, maintenant, avec OSGI, honnêtement, c'est vraiment l'intérêt. Et donc, tous ensemble, à OAB, comme l'a dit plusieurs fois Frédéric, on travaille sur ce produit. Notre objectif est de développer un portail de Smart City évolutif, de pouvoir, au fur et à mesure, y ajouter de nouveaux modules, pouvoir le connecter à de nouveaux partenaires bancaires, ERP ou autres, et petit à petit l'enrichir et offrir le meilleur produit à tous nos clients. Donc les modules, pour n'en citer que quelques-uns auxquels nous avons pensé pour demain, sont des modules de type Smart Home, IoT, gestionnaire de petites annonces, même si on a des très bons sites de petites annonces comme Le Bon Coin. On peut s'en rendre compte, par exemple, sur un projet comme SmartSite, qui est une autre Smart City, il y a un besoin des fois d'avoir des petites annonces liées à son quartier. Je prête ma perceuse à mes voisins, j'ai besoin d'une échelle, quelque chose de bête, mais ça peut paraître bête, mais avoir l'échelle de son voisin, c'est pas pareil que d'aller la chercher à l'autre bout de Paris. Un petit module de recherche d'emploi, c'est de la même manière. Je propose du babysitting dans mon quartier. Voilà. Et puis le connecter à du Vélib ou autre, du partage de voitures. Voilà. Frédéric, si tu veux rajouter un mot. Non, c'est bon, c'est clair. Ben, on vous remercie de votre attention. Merci à vous. C'est l'heure des questions pièges. Non, pas de questions pièges. Vous faites un retour d'expérience en fait côté plutôt produit et OAB, enfin Orange Application for Business, qui est très intéressant. Est-ce que vous avez déployé pour le client là aujourd'hui? C'est quoi son retour d'expérience à lui? Alors, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Aujourd'hui, on a déployé une première version. On reste un peu en dessous des radars parce qu'on est en pleine construction. On prend le temps. Donc là, on a déployé une première version. Le client est en phase pilote, clairement. Il prend le temps d'analyser. Et on va aller de manière incrémentale vers notre objectif qui est d'avoir un portail complet
de Smart City avec des services à la personne offerts. Aujourd'hui, le quartier d'Emschreb, le grand opening, n'a pas encore eu lieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les habitants, les commerçants ne sont pas là. Donc, comme ça a été dit, je ne sais plus dans quelle conférence, on apprend à marcher avant d'apprendre à courir, on va doucement, on reste en dessous des radars, on développe ce beau produit pour nos clients. Une autre question ? Ça vous a pas intéressé ? C'est la pause, ils ont envie d'un café. Merci. Est-ce que vous avez des difficultés avec l'iFi, DXP et OSGI? Alors, ouais, comme on l'a dit, la courbe d'apprentissage n'est pas forcément très simple. Après, on a envoyé certains... Enfin, j'avais déjà participé au bootcamp partenaire, et voilà, avec Wage ou Mylène. On a envoyé certains développeurs aussi faire des workshops avec Wage pour aller poser des questions. Et, voilà, parce que forcément, il y a des questions qui arrivent, il n'y a pas forcément les réponses. La doc n'est pas encore complètement finie. Voilà, même s'il y a quand même un effort notable de documentation sur cette version. Voilà, donc je ne cache pas, oui, il y a eu des difficultés. Honnêtement, une fois qu'on les a surmontées, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, on a une courbe de vélocité vraiment très basse au début. Enfin, très basse, non, pas très basse, plus basse au début, et ça monte vraiment très vite. Puisqu'une fois qu'on a fait les premiers modules, on retombe à peu près toujours sur les mêmes problématiques, et vu qu'on les a adressées une fois, par définition, on sait les résoudre. Donc, voilà, non, honnêtement, il ne faut pas avoir peur de passer le cap. Il y a un effort de base à faire, sincèrement. Il y a un sacrifice à faire au départ, mais il est très vite récupéré, voilà, clairement, et sur tous les plans.